Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'avais envie de parler du projet IMPT. Du coup, c'est un projet qui était en pré-sale il y a encore pas si longtemps, qui a été listé aujourd'hui, et je me suis posé la question de est-ce que c'est intéressant? Bon, j'ai pas participé à la pré-sale parce que j'avais considéré que c'était pas intéressant d'y participer, mais on va voir s'il y a quand même des choses à faire. Donc l'idée c'est d'abord de voir le fondamental. Est-ce que dans le fond le projet est intéressant et utile? Est-ce qu'il apporte quelque chose? Est-ce que sa valeur ajoutée est forte ou pas? Et derrière, est-ce que c'est intéressant ou pas d'aller jouer un scénario que je vous partagerai, mon scénario à moi. Rien de tout ça n'est un conseil en investissement, ce n'est que mon avis personnel, bien évidemment. Donc IMPT, qu'est-ce qu'il propose? Il propose en fait de, entre guillemets, révolutionner les crédits carbone en les tokenisant. Donc j'ai fait une fiche un peu à l'arrache comme vous le voyez, mais on va aller rapidement là-dessus. Donc un crédit carbone c'est quoi? Concrètement, c'est un droit à polluer. L'idée c'est qu'il y a des entreprises qui polluent pas beaucoup, voire pas, voire qui plantent des arbres pour soi-disant dépolluer, ou qui séquestrent du carbone dans le sol, ça c'est de façon mécanique, donc c'est plutôt polluant, et d'autres qui polluent beaucoup et qui disons veulent s'acheter une image plus sympathique, et donc ils vont acheter en fait les droits à polluer de l'entreprise qui pollue pas beaucoup. L'idée c'est que un crédit carbone c'est une tonne de carbone. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de viable? J'ai pas l'impression, pour plusieurs raisons. La première c'est qu'en fait tout ce qui va être en fait dépollution, ça va être le gros truc mis en avant. On plante des arbres, machin, bidule, on verdit la planète. La réalité c'est qu'il n'y a pas tant de terrains sur lesquels on peut faire ça. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, la quantité d'arbres qu'il faut planter pour la compensation, elle est énorme. Et donc, il s'avère qu'il y a très très vite une limite. C'est le premier point. La deuxième, c'est qu'en fait, les arbres sont pas si efficaces que ça. Donc oui, l'arbre capture du CO2, l'utilise. Mais en fait, la réalité, c'est que quand il meurt, il va le relibérer. Et en plus, quand il fait plus de 25 degrés, l'arbre, il ne peut plus attraper de CO2. Au contraire, il va en émettre. C'est un peu comme s'il transpirait du CO2. Donc en fait, l'efficacité des arbres dans la lutte contre le CO2, elle n'est pas si géniale que ça. Elle est importante, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas tellement compenser des grosses émissions de carbone en plantant des nouveaux arbres. En ajoutant à cela qu'un arbre que vous plantez maintenant, il va commencer à faire son travail de dépollution dans 10, dans 15, dans 20 ans. Donc est-ce que je trouve que c'est sérieux? Bof. Honnêtement, le crédit carbone, pour le moment, je trouve que c'est très léger, très moyen, d'un point de vue fondamental. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, à quoi ça pourrait servir de tokeniser si on supposait que le crédit carbone était quelque chose d'efficace, d'utile, de pertinent? La première chose, en fait, c'est la sécurisation des transactions, la transparence et éviter tout ce qui est fraude et double comptage. Double comptage, c'est l'idée que plusieurs entreprises captent le même crédit carbone. Bon. Le problème des fraudes, c'est quoi? Enfin, pourquoi on parle de fraude? Tout simplement parce qu'en fait, il y a eu une arnaque au crédit carbone, une arnaque à la TVA en France, quand c'est arrivé dans les années 2005 et les années qui ont suivi. L'idée, c'est qu'en fait, il y a des gens qui achetaient des droits à polluer à l'étranger, donc sans TVA, qui les revendaient en France avec TVA, donc à 20% de plus, qui donnaient pas la TVA à l'État et qui réinvestissaient là-dedans. Donc en fait, ils faisaient un cercle, ils ont gagné pas mal d'argent comme ça. Et l'étape numéro 2, c'est de créer des fausses entreprises qui avaient des droits à polluer, du coup, et qui les vendaient. Donc en gros, il y a eu une fraude énorme qui a coûté entre 5 et 10 milliards globalement. Donc c'est juste énorme. Et la conclusion, en fait, ça a été que il n'y a plus de TVA sur les droits à polluer, les crédits carbone. Donc, intérêt plus ou moins réduit, mais voilà. Ça peut être intéressant, cela dit, pour réduire les coûts des intermédiaires, mais c'est quand même limité parce qu'il faut quand même des gens qui vont aller vérifier que le travail est bien fait, que effectivement on plante des arbres, ce genre de choses. Donc, why not les smart contracts qui font des auto-vérifications, peut-être. Est-ce qu'il y a un vrai coût là-dedans? Je ne sais pas. Ça me semble pas être faramineux non plus. Et le point sur lequel ça me semblait peut-être pertinent, c'était de faire des NFT en fait. C'est-à-dire quand vous émettez un droit à polluer, il y a un certificat, et on veut que ce certificat il soit authentique, infalsifiable. Et là, le NFT pour moi a du sens et rentre en compte. Donc à la rigueur, il y a ce point-là qui est pourquoi pas. Mais sinon, je suis navré de dire que fondamentalement, je suis pas hyper convaincu, que ce soit par le crédit carbone ou la tokenisation. Maintenant, parlons un peu du projet, de comment est-ce que l'équipe a géré ça. Donc, il y a eu un marketing archi agressif. Vous en avez peut-être entendu parler, si vous tapez IMTP crypto, vous voyez encore des trucs du style les analyses prévoient un x10, la crypto qui pourrait x10, faire x10. Il y a un moment où on nous disait vous avez raté Tamadoge, oh là là, ne ratez pas ce projet. Donc
un peu de la survente, un peu ce que vous voyez en général dans les shitcoins, donc ça plaît pas trop. Pourtant, le fondamental semblait pas correspondre à un shitcoin, mais bon, voilà. Et il y a cette espèce de grosse ligne à 10 000 marques partenaires sur leur site. Je dis pas que c'est faux, je dis juste que partenaire, c'est vraiment entre guillemets, parce qu'en fait, c'est plutôt des entreprises qui potentiellement, et le potentiellement est super important, pourraient être d'accord pour faire un partenariat si le truc marche. Mais je pense pas qu'il y ait réellement 10 000 marques partenaires en l'état actuel des choses, au vu de la durée d'existence du projet et de ce qu'ils proposent. Donc ça, je ferai attention, même si c'est pas réellement vérifiable en fait. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu des résultats assez peu satisfaisants au niveau des préventes, on en reparlera, ils avaient prévu 3 préventes, je crois qu'ils ont dû vendre plus ou moins la moitié des tokens prévus, donc c'est vraiment pas fou, mais on ira voir ça dans la tokenomique après. Ils ont fait un audit, honnêtement, il en faudrait plusieurs, et surtout il en faudrait par des entreprises connues du monde, entre guillemets, réel, donc des cabinets d'audit, par exemple, Binance s'est fait auditer par Mazars, alors certes, il y a des limites, on peut contredire le truc, mais voilà, ce genre de choses, ce serait un poil mieux, un peu plus engageant. On peut parler de l'équipe qui semble pour le coup être le point positif du projet. Ça a l'air d'être des gens sérieux. On va sur le profil LinkedIn, c'est crédible, c'est cohérent. Bon, il n'y a pas trop de jeunes à ce que j'ai vu, mais à la rigueur, why not? Ça, c'est peut-être le point positif. Donc, globalement, sur le fondamental, ce que je dirais, c'est que j'y crois peu, que de toute façon, les crédits carbone ont un peu cette réputation de truc bidon, un peu l'arnaque, mais qui aura potentiellement un marché quand même, parce que il y a plein d'entreprises qui veulent se donner bonne conscience, pardon, qui vont en fait s'acheter ces droits à polluer pour verdir leur image. Et c'est super important. Donc potentiellement, il y a quand même un marché. Donc est-ce que j'ai investi dedans initialement? Non, parce que fondamental, j'y crois pas trop. Et qu'à très long terme, je suis pas sûr que ça marche si bien que ça. Mais il y a potentiellement quelque chose à jouer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir rapidement la tokenomique, d'abord, parce que c'est quand même assez intéressant de voir que du coup, tout ça c'est l'équipe, hein, marketing, team, écosystème, et du coup, la troisième partie de la pré-sale, il y en avait une, deux, trois. Troisième partie, ils la gardent en réserve parce qu'ils la font même pas. Ils l'ont même pas lancée. Donc ça, ils se la gardent. Donc ça fait qu'ils se gardent quand même toute cette partie-là, hein. Donc là, on a 30, on a presque 50% des tokens qui restent au sein de l'entreprise. Donc c'est énorme, hein. Ils ont un poids dans la masse monétaire totale qui est incroyable, qui est vraiment considérable. 50%, c'est vraiment beaucoup. Donc on ira voir, ils sont loqués entre 6 et 2 ans. Mais quand même, enfin, c'est quand même considérable. Après, on a les early adopters, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, est-ce que c'est des récompenses pour les gens qui ont acheté des tokens? Il y a un petit jeu où vous pouvez gagner 100 000 tokens ou 100 000 dollars, bon, peut-être, mais en réalité, là, on parle de quand même 300 millions de tokens, donc ça représente à peu près 6 millions de dollars. Donc, je veux bien savoir ce qu'ils font avec. Potentiellement, c'est aussi l'équipe. Pour le moment, en fait, ce que je veux dire, c'est que les tokens sont très très centralisés, hein. Les gens qui ont des tokens, c'est principalement l'équipe. Voilà, ça c'est ce que j'observe. Et donc la précelle 1 qui a bien été vendue, 20%, et une partie de la précelle 2 seulement a été vendue, l'autre partie sera a priori burn. On ne sait pas exactement quel pourcentage ça représente. Donc qu'est-ce qui fait tout de suite pression sur le prix potentiellement, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc les 10% d'early adopters, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Les 20% de la presale 1, donc tous les gens qui ont acheté à 18, à 0,018, donc qui eux attendent que ça pump pour vendre. Et Presale 2, ils ont, si je dis pas de bêtises, acheté à 23. Donc, on va aller voir maintenant ce que ça donne graphiquement, parce que le token a été émis aujourd'hui. Je vous mets ça en plein écran. Ne prenez pas en compte cette grosse bougie là, on est donc en 1 heure, et le prix d'émission c'est au niveau de la barre bleue claire ici, à 0,025. Donc bien évidemment, ceux qui ont acheté à 18 ont vendu. Hein. Bah, voilà. En tout cas, une bonne partie a vendu. Jusqu'ici, mais on n'est pas allé très très bas finalement. On est allé un peu au-dessus de 18. Donc très très rapidement, vous étiez déjà sur les prix de la première prévente. Depuis, on voit que ça fait pas grand-chose en fait. Ça remonte un peu, ça redescend. Bon, au final, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce graphique-là. Il se passe pas grand-chose. Honnêtement, c'est une ICO qui est plutôt molle, je trouve. Mais on va aller voir Tamadoge pour se donner quelques idées, vu qu'il a été comparé à Tamadoge et qui était pressenti comme l'une des grosses ICO de l'année, tout comme l'était IMTP. Donc Tamadoge, là on est en 1 heure, on voit que ça a commencé par un énorme pump, puis que ça a baissé fortement. Genre le prix a été divisé par 2 hein, par rapport au prix initial. Et après, bon bah ça a fait sa vie plutôt en baisse, et après ça a archi pump. D'accord? Pour ne nous vendons pas trop de rêves, se viander gentiment sur tout le reste de sa période d'existence. Hein. Donc ça c'est Tamadoge. Hein. Donc
quand on vous dit est-ce que vous avez raté ta Madoge, oh là là, ouais, c'est pas si grave, hein, c'est pas si grave. Mais revoyons du coup, revoyons IMTP. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant du coup? Bah, à mon sens, le seul scénario dans lequel c'est intéressant de mettre un billet là-dessus, donc ce que potentiellement moi je ferais, c'est si ça va bas et vite. Donc j'entends dans les, comme Tamadoge, hein, dans les 2-3 prochains jours, on arrive dans cette zone-là sans avoir fait des grosses dingueries, je ne sais où. Hein. Donc on arrive dans cette zone-là, et là potentiellement je peux envisager un DCA. Donc entre, c'est arbitraire, hein, c'est moi qui choisis, qui dit ça, entre 0,13 et 0,09. En gros, c'est ça que je vais viser pour un x2, un x3 peut-être, ou peut-être pas du tout. Hein. Le truc va peut-être juste se cracher, hein, comme on l'a vu. Ils ont énormément de tokens. Il n'y a pas tant de gens qui l'ont acheté. On le voit bien, il n'y a pas tellement de hype, alors que les nouvelles et macros sont plutôt bonnes. À titre personnel, je dirais, faites très attention avec ce truc-là. Les fondamentaux sont pas incroyables, et l'équipe a l'essentiel des tokens. En tout cas, je dirais surveiller cette zone-là, et c'est tout ce que je voulais vous dire sur IMPT. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine!